Vous êtes en direct de Balafon Télévision. Bienvenue à tous. L'Ordre national des médecins du Cameroun a déposé une plainte le 16 juillet dernier contre l'influenceuse Manuela Nyimpa, alias Croqueuse de Diamant. Elle est accusée d'exercice illégal de la médecine et de mise en danger de la vie d'autrui en réalisant des actes de chirurgie esthétique clandestins, notamment des injections de body filler. Vous l'avez compris, ce soir, nous parlons de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, longtemps perçue comme un luxe réservé à une élite, s'impose de plus en plus comme une pratique courante dans de nombreuses sociétés. Elle regroupe l'ensemble des interventions médicales visant à modifier ou améliorer l'apparence physique, qu'il s'agisse du visage, de la silhouette ou de la peau. Cette pratique est particulièrement prisée par la gente féminine pour plusieurs raisons. Recherche de confiance en soi, influence des standards de beauté véhiculés par les médias et les réseaux sociaux. Pourtant, la chirurgie esthétique n'est pas sans conséquences. Réactions allergiques, problèmes respiratoires ou cardiaques, infections post-opératoires pour ne citer que ça. En somme, que dit la loi sur la pratique de la chirurgie esthétique au Cameroun? Pourquoi les femmes ont-elles besoin d'avoir recours à cette pratique pour se sentir belles? Quels sont les dangers auxquels s'exposent les patientes et quelles responsabilités pèsent sur les praticiens? Pour en parler, nous aurons Maître Clémence Mafetgo, avocat au barreau du Cameroun. D'abord, place au journal. Bonsoir, une fois de plus. Nous ouvrons cette troisième édition d'information de la semaine par l'interpellation d'un cultivateur de chanvre indien dans la région de l'Ouest. La culture du cannabis semble avoir trouvé un terrain fertile à Baham, dans le département des Hauts-Plateaux. Un repris de justice présenté par les autorités comme un cultivateur de cette drogue y exploitait une plantation d'environ 400 mètres carrés. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Baham ont perquisitionné son domicile où d'importantes quantités de cannabis prêtes à être écoulées ont été découvertes. Le reportage de Franck Duroc Tassonkang. C'est un repris de justice ayant été déféré à plus de 5 reprises, d'après le chef d'escadron, Daniel Mebouins, commandant de compagnie de gendarmerie de Baham. Wambo Jean, alias Bob Marley, est un consommateur et cultivateur de cannabis. Alors, nous avons immédiatement rendu compte au colonel commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest qui nous a donné la prescription suivante. Il nous a demandé d'utiliser nos moyens de renseignement pour mettre la main sur le propriétaire du champ et après l'avoir interpellé, l'exploiter pour avoir s'il y avait des ramifications dans l'Ouest en général et peut-être dans le département de l'Ouest. Lors de la perquisition de son domicile, les forces de défense et de sécurité ont saisi d'importantes quantités de cannabis, prêtes à être écoulées. Selon le chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie de Baham, le suspect dissimulait ses cultures au milieu des plantations vivrières. Et il s'agit là d'une 6e interpellation. Le suspect, c'est un repris de justice. Cette fois-ci, nous allons le déférer pour la 6e fois au niveau du parquet de Bafoussam. C'est un repris de justice qui a déjà fait la prison 5 fois. Donc cette fois-ci, ce sera la 6e fois qu'on va le déférer pour consommation de stupéfiants. L'opération a été coordonnée par le colonel Abbas Saïdou, commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Il annonce le lancement d'une vaste opération de ratissage des plantations dans son ressort de commandement. Il est de bon temps pour nous maintenant d'attaquer le mal à la racine. J'entends par là ne plus attaquer les convois ou bien les fourgonnettes qui transportent le produit déjà fini, mais nous attaquer tout particulièrement à l'origine. Une franche collaboration avec les populations est vivement souhaitée afin d'éradiquer cette pratique dans les hauts plateaux de l'Ouest. Voilà, ancienne route nationale numéro 3. Le mauvais état de la route fait flamber les prix. Sur l'ancienne route reliant Carrefour Musique à Bonabéry, au village Boadibo et Babenga, les nids de poules et la dégradation de la chaussée
ont fait tripler les coûts de transport. Ils sont passés pour certains de 500 à 1500 francs CFA, pour d'autres de 3000 à 7000 francs CFA désormais. Une situation qui, sans surprise, se répercute directement sur les prix des marchandises dans les marchés. Jessica Tenos, Maché et Fondrené Marquez. The advanced degrading state of the former National Road Number 3 linking Carrefour Music, Boadibo, Babenga and the rest of the southwest and west regions continues to be a nightmare for traders in the E-Comité neighborhood. Les routes sont abîmées, il y a trop de mados, la route est crevassée, les voitures ne parviennent pas à entrer dans le quartier, la route est vraiment impraticable. Quittant Carrefour Music ici, on souffre tellement. Parce que partout là, il y a les creux, il y a les mados. Traders bemoan that the deplorable state of the road has affected transport a distance of less than 10 kilometers for which they used to pay less than 3,000 CFA francs to transport their merchandise by tricycle, now cost them 5,000 CFA francs. Pour musique ici, c'est 7 000 dans le tricycle, les marchandises, pour entrer ici au quartier. Avant, vous payez combien? Avant, on payait dans les 3 000, 2 000, mais maintenant, c'est plus cher. The situation is similar when transporting goods by motorbike. Seulement le tronçon Carrefour Music et Comité, tu peux payer 1500. Oui, pour arriver à Comité. Quelque chose qui n'atteint même pas 10 km. Oui, on se retrouve en train de payer énormément cher. Je ne cesse chaque jour de prier que Dieu touche le cœur des hommes qui ont la charge de cette route pour qu'eux-mêmes voient comment on souffre. Quand tu sors ici, tu pars au marché, quittant de marché Sanaga ou marché Grand pour ici. Le trajet que tu devais payer 500, tu payes 1500, 2500, parce que la route n'est pas bien. Et le marché, et le temps est dur, tu vends, tu ne gagnes rien. On va vivre comment? While awaiting those in authority to fix the damaged road, residents of the area are putting their hands on deck to ameliorate the situation. C'est après un bon nombre de temps, plus de 6 mois, qu'on était comme ça, on traversait, on sortait, on passait par la petite piste ici pour sortir à Nestlé, avant de prendre la grande route et sortir. Que la population du quartier se sont maintenant réunis, fait une communauté et on a contribué pour qu'ils voient comment ils peuvent faire. Traders at the E-Comité market say they are forced to double the prices of goods in order to cover their transport costs. Voilà, vous venez donc d'entendre le cri de cette partie de la population de Douala 4e qui déplore l'état de la route reliant Carrefour Music à Boadibo. Poursuivons notre dénonciation sur les routes en nous rendant à Douala 5e, à Ndorbon, dans le 5e arrondissement justement de Douala. L'axe reliant le quartier au carrefour d'Okoti continue de se dégrader malgré quelques travaux de rebouchage. Les usagers dénoncent une route devenue difficile à pratiquer. Théodanto est passé par là. Au quartier d'Ogbon, la route du cimetière n'en finit plus de se dégrader. Crevasses, nids d'éléphants et chaussées détériorées compliquent chaque jour la circulation. Le rebouchage de certaines trous par les équipes de la communauté urbaine de Douala n'a pas fini à redonner du confort aux usagers. Embouteillages et manœuvres dangereuses sont désormais le quotidien des automobilistes. La voiture esquivait le trou là. Voilà donc le benzineur qui a voulu doubler. C'est comme ça qu'il s'est fait bousculer ici. La dame a donc cassé son bras là. À chaque pluie, la situation se dégrade davantage. Les caniveaux bouchés provoquent des inondations qui recouvrent entièrement la chaussée. Comme vous pouvez le constater vous-même, il y a des trous partout. Et si vous regardez très bien, à la fin de chaque pavé, il y a un trou qui ne fait que commencer. Le maire nous avait dit qu'il y a une régie des routes à la communauté. Chaque fois qu'il y a un trou, si la régie passait sans attendre que ça devienne un cratère, moi je crois que ça faciliterait la mobilité. Axe stratégique entre le 5e, 3e, 2e et 1er arrondissement de Douala, cette route mérite, selon les riverains, une réhabilitation durable plutôt que de simples réparations ponctuelles. Sortons des routes en parlant cette fois des réformes du fret qui suscitent l'indignation des transporteurs. Les transporteurs routiers de passagers et de marchandises au Cameroun affirment que leurs moyens de subsistance sont gravement menacés. Ils font face à la hausse des coûts d'exploitation, aux prélèvements illégaux et à un système de gestion du fret qu'ils qualifient d'opaque et d'injuste.
Lors d'une conférence de presse tenue à Douala, la plateforme des syndicats et associations des transporteurs routiers de passagers et de marchandises a déclaré que l'Office de gestion du fret terrestre a augmenté unilatéralement le montant payé par tonne de marchandises transportées en violation, selon eux, des textes réglementaires en vigueur. René Marquez pour les précisions. The platform of trade unions and associations of road transporters of passengers and goods in Cameroon says it wants the record set straight regarding institutional reforms in land freight management. According to the unionist, the Land Freight Management Office has increased the amount of money paid per tonne which they carry, thereby violating the text. Maintenant, quant au paiement, le texte statutaire nous a dit que nous devons payer 500 francs par tonne réellement transportée, que le BGF a transformé en forfait de 30 tonnes. Que vous prenez une tonne ou 10 tonnes, vous payez 15 000. Ça, c'est dingue. Et de deux, maintenant, nous imposer le paiement de 15 000 francs sur chacune des lettres de voiture si on veut l'obtenir au syndicat NTRC, or qu'adhérer à un syndicat est libre et volontaire. De trois, la taxe maintenant de 100 000 francs que nous pouvons appeler ici droit de sol, parce que chaque camion de pays non conventionnés qui ont la liberté de circulation de biens et de personnes membres de la CEMAC, quand ils passent au Cameroun, alors ils doivent payer 100 000 francs par camion et par passage. Et ils nous appliquent la réciprocité lorsqu'on va dans ces mêmes. They are also denouncing multiple illegal fees. We don't have any right in anything at the seaport. They cheat us on everything that we are doing. Where we will have 10,000, they are asking us to have even only 2,000 from the word go. Every union has its own members. But they have carried another world of members that if you're a member of which trade union, if you want to carry any luggage, you must pay your dues to them. Speaking at a press conference in Douala, the transporters further decried uncontrolled prices, unfair competition and bad governance. Une note politique dans ce journal. Pas de vacances du pouvoir au Cameroun. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, veut faire taire les spéculations et soutient que cette thèse ne repose sur aucun fondement juridique. Réagissant aux interrogations que suscite l'absence prolongée du président de la République, le professeur Jacques Famendongo affirme que la notion de vacances du pouvoir exécutif ne s'applique pas à la situation actuelle. Selon lui, aucun texte législatif ou réglementaire au Cameroun ne fixe une durée maximale de séjour du chef de l'État hors du territoire national. Le membre du gouvernement, également secrétaire national à la communication du comité central du RDPC, rejette par ailleurs les allégations faisant état d'une prétendue inertie au sommet de l'État et soutient que le président de la République, quel que soit son lieu de séjour, continue d'exercer ses fonctions, d'examiner les dossiers transmis par ses collaborateurs et de donner les orientations nécessaires à la conduite des affaires publiques. Le ministre Jacques Famendongo appelle enfin à mettre un terme aux spéculations qu'il juge infondées et invite les citoyens à se consacrer au travail ainsi qu'aux priorités d'intérêt national. À présent, parlons de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ouverte ce 21 juillet 2026 à Accra, au Ghana, cette rencontre a pour objectif d'accélérer l'élimination du VIH-Sida d'ici 2030, de réduire les décès maternels évitables et de renforcer les systèmes de santé du continent. Représentant du président Paul Biya, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, au cours de sa prise de parole, a réaffirmé que la santé n'est pas une dépense, mais un investissement stratégique et a mis en avant son modèle d'institutionnalisation des capacités. Écoutons cet extrait du ministre au terme des travaux de la journée du mardi. Je voudrais préciser que notre présence en ce moment à Accra, au Ghana,
revêt un double sens. D'abord, notre participation au Conseil exécutif de l'Union africaine en qualité de ministre de la Santé, aux côtés des ministres des Finances et des ministres des Relations extérieures. Et dans ce cadre-là, nous avons tout au long de cette journée participé à des événements, notamment l'institutionnalisation, n'est-ce pas, de la réponse pour les urgences de santé publique. Comment faire pour que ces urgences de santé publique, ces événements, ces réponses ne soient pas ponctuelles mais continues dans le temps, et comment faire pour que l'Afrique puisse s'autonomiser et avoir sa souveraineté sanitaire. Ça, c'était le débat que nous avons mené aujourd'hui, et nous sommes arrivés à une conclusion où nous devons avoir un système intégré, que chaque pays doit mobiliser davantage de ressources pour ne pas dépendre des partenaires extérieurs. Et donc, voilà à peu près l'économie des travaux du Conseil exécutif que nous avons eu aujourd'hui. Et demain, nous allons participer au sommet extraordinaire des chefs d'État en qualité de représentant de Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a fait l'honneur, le privilège de le représenter à ce sommet. Et donc, nous y prendrons part demain pour pouvoir étudier la feuille de route, n'est-ce pas, de l'élimination du VIH, la feuille de route pour baisser la mortalité maternelle, pour la couverture santé universelle sur le continent africain. Et donc, c'est cela le challenge que nous aurons demain. Voilà, vous l'avez compris. Ce soir, également, nous allons chercher à comprendre les responsabilités dans la gestion de la filière or. Qui fait quoi? L'or camerounais est au cœur d'une vaste opération d'assainissement. Face aux nombreuses irrégularités relevées dans la filière, le gouvernement renforce les contrôles afin d'améliorer la traçabilité du métal précieux. Mais de l'extraction à l'exportation, qui fait quoi? Quel est le rôle de chaque acteur? Ministère des Mines, Sonamine, douane, impôts, forces de sécurité et autres intervenants. Élément de réponse avec Sébastien Oyébé. Répondre à l'urgence sanitaire et accélérer le recensement général de la population et de l'habitat, tels sont les principaux objectifs de la réunion convoquée par le préfet du Diamaré, Jean-Marc. Je disais tout à l'heure, parlant justement de ce que l'or devient, du moins du chemin que l'or emprunte au Cameroun. Nous essayons de comprendre les responsabilités, qui fait quoi exactement. Je vous invite donc à suivre ce reportage de justement Oyébé, à moins qu'on ne puisse pas avoir ce reportage ce soir, on y reviendra. Revivre en tant que veuve par l'autonomisation, se reconstruire après le deuil, tout en faisant face aux réalités du quotidien. Tel est le défi des femmes veuves de Douala, 3e, à travers le programme Retour à Éden. Réunies en association, elles misent sur la formation et l'autonomisation économique pour retrouver leur indépendance et reconstruire leur avenir. Le point avec Jessica Tenos-Machi. Après le décès d'un conjoint, le deuil laisse souvent place à une autre épreuve, celle des difficultés du quotidien. Une réalité vécue par Abbé Solo-Françoise. Une veuve ne peut être joyeuse, sauf si tu es arrivé, tu as trouvé ton mari, il avait déjà tout fait, tu es venu t'asseoir. Je pense qu'en ce temps-là, on peut parler de veuve joyeuse. Mais pour moi, je vois qu'une veuve qui a commencé sa vie avec son mari, faire tout et tout, ne peut jamais être heureuse, sauf quand Dieu lui donne une progéniture qui prospère. Pour aider les veuves à retrouver leur autonomie, l'association des veuves de Douala 3e mise sur la formation aux métiers générateurs de revenus, couture et fabrication d'objets décoratifs. Une initiative encouragée par le pasteur Christine Moncam. Parce que le problème n'est pas de nous réunir comme ça une fois l'an. Il faudrait accompagner les personnes au quotidien dans des démarches transparentes, des démarches efficaces qui peuvent aboutir réellement à une transformation de vie. Et je leur ai dit d'ailleurs dans le cadre de l'événement pour lequel j'ai été choisie marraine, je leur ai dit être veuve, ce n'est qu'une adresse et toute adresse peut être mutée. Les autorités administratives ont également salué cette démarche qui favorise l'autonomisation des veuves et leur réinsertion socio-économique.
Le gouverneur de la région du littoral est là pour soutenir les femmes veuves dans sa région et il est en train de leur demander de vraiment se lever et marcher parce qu'il y a encore de l'espoir en ces femmes. Ils sont des futurs entrepreneurs, des futures directrices d'entreprise. Ce n'est pas encore fini pour eux. Le chemin est encore loin. Donc, je peux seulement les encourager de profiter de cette séminaire et de faire tout ce qui est nécessaire. À travers la formation, l'entraide et l'entrepreneuriat, les veuves de Douala 3e démontrent qu'il est possible de reconstruire sa vie et de retrouver son autonomie après le deuil. Voilà qui est dit. La page magazine de ce mercredi explore un symbole inattendu de l'identité camerounaise, le piment. Présent dans presque tous les repas, reflet des couleurs du drapeau, objet de langage populaire et parfois de satire sociale, le piment dépasse sa fonction culinaire pour révéler les paradoxes d'un pays en quête d'unité, de justice et surtout de saveurs partagées. Théodanto nous fait découvrir les saveurs et les différentes appellations du piment. Vert, rouge, jaune. Les couleurs du piment rappellent étrangement celles du drapeau national. Coïncidence? Peut-être. Mais quand on regarde de plus près, le piment, ce simple fruit présent dans presque tous nos repas, assaisonne, relève, enflamme. Au-delà de son goût, il devient un véritable miroir de notre société. Et le rapprochement qu'on peut faire avec notre drapeau camerounais, tout simplement, c'est que l'agriculture camerounaise a émergé dans le sens où nous pouvons avoir la couleur rouge, la couleur verte et la couleur jaune qui reflètent également les couleurs de notre drapeau. Assortiment, assaisonnement, condiment incontournable. Le piment est roi dans les cuisines et dans les festivités du pays. Il y a le temps que je lance comme ça, il y a le temps que je crasse. Il y a une différence. Quand tu lances comme ça, non, ça ne chauffe pas bien. Mais quand tu écrases, tu mets dans la nourriture, ça chauffe bien. Quand tu manges, tu sens bien qu'il y a le piment dans la nourriture ici. Mais il est aussi présent dans le langage. Dans l'argot camerounais, vendre le piment, c'est proposer son corps en échange d'argent. Une expression populaire qui en dit long sur certaines réalités sociales. They are just listening to the slang everywhere. Vendre le piment, it means that they sell their body for like pepper. Because pepper, they lance it refers to cheap prostitutes. Une métaphore piquante, certes, mais aussi amère. Tout comme le goût de certains scandales de gestion publique. Chacun ne se soucie pas seulement de son ventre. Parce que quand tu te soucies de ton ventre, même si tu as l'argent du contribuable, disons pour la population et pour n'importe qui, tu vas d'abord voir ton ventre et c'est pas ça le plus important parce que quand on vit ensemble, c'est l'être humain qui est le plus essentiel. L'argent du contribuable part beaucoup dans les poches des femmes et dilapidé dans le piment. Des milliards engloutis, des projets abandonnés. Au Cameroun, l'argent public disparaît parfois aussi vite que le piment dans une marmite de ndolé. Tous ceux qui ont entre les mains la gestion de la chose publique, qu'ils essayent de faire que l'argent du contribuable ne soit pas dilapidé à d'autres fins. Le piment, ce petit fruit ardent, dit plus qu'il n'en est l'air. Il est au cœur de nos repas, de nos expressions, de nos habitudes. En cette période de questionnement sur l'avenir de notre pays, peut-être mérite-t-il aussi sa place dans notre réflexion sur l'unité, la justice et les valeurs partagées. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Ce soir, nous parlons de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, longtemps perçue comme un luxe réservé à une élite, s'impose de plus en plus comme une pratique courante dans de nombreuses sociétés.
Au Cameroun, l'Ordre national des médecins du Cameroun a déposé une plainte le 16 juillet dernier contre l'influenceuse Manuela Nyimpa, alias croqueuse de diamants. Elle est accusée d'exercice illégal de la médecine et de mise en danger de la vie d'autrui en réalisant des actes de chirurgie esthétique clandestins, notamment des injections de body filler. Que dit la loi sur la pratique de la chirurgie esthétique au Cameroun? Pourquoi les femmes ont-elles besoin d'avoir recours à cette pratique pour se sentir belles? Quels sont les dangers auxquels s'exposent les patientes? Et quelles responsabilités pèsent sur les praticiens? Pour en parler, nous avons sur notre plateau Maître Clémence Mafetgo, avocat au barreau du Cameroun. Bienvenue, Maître Clémence Mafetgo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Marinette, bonjour les téléspectateurs. Ou alors bonsoir. Bonsoir à tout le plateau. Oui. Ouais. Bonjour parce que je les ai pas eu depuis le matin. C'est aussi ça. Ouais. On a une avocate, ça c'est clair. Alors, on va directement poser la question. Est-ce qu'au Cameroun, il y a une loi qui encadre la chirurgie esthétique de manière légale? Est-ce qu'il y a une loi qui encadre cette pratique, en fait? En fait, le niveau de médecine au Cameroun et la législation actuelle ne régit pas la chirurgie esthétique. Contrairement à d'autres pays, par exemple la France, il y a un code déontologique médical qui régit la chirurgie esthétique et même dans bien d'autres pays. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Il y a un vide juridique. Donc, en l'état, il n'y a pas de texte organisant cette activité. Voilà, il n'y a pas de texte organisant l'activité, mais il faut quand même dire que l'Ordre des médecins veille au grain parce qu'ils ont justement porté plainte à une influenceuse qui a sur sa page, a annoncé qu'elle faisait de la chirurgie esthétique. Mais les médecins disent que c'est une pratique clandestine, ils ont porté plainte. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le fait que du moment où il y a un vide juridique, est-ce que ça donne droit à tout citoyen de se lancer dans cette pratique? Oui, moi je crois que l'ordre de médecin est dans son assiette. Tout ce qui concerne le corporel, la santé, physique, mentale, relève de la compétence de l'ordre des médecins. Alors, l'ordre des médecins réglemente l'activité exercée par les médecins. Il y a un vide juridique. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir cette activité au Cameroun, mais il faudrait que certaines conditions soient réunies. Le praticien doit déjà être formé en la matière et bien formé parce qu'il s'agit d'une activité à risque. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'activité à risque zéro, mais quand on voit l'activité en elle-même, qui est une modification substantielle parfois du physique, du corporel, et cela peut entraîner à la mort. Donc l'ordre des médecins doit veiller au grain, au respect strict de la réglementation. Non seulement de la réglementation, mais il faudrait que le praticien, c'est-à-dire celui qui entend exercer cette activité au Cameroun, respecte les règles déjà par rapport aux installations. Est-ce que les installations sont adéquates? Est-ce que le praticien a une formation adaptée à l'activité qu'il est en train d'exercer ou qu'elle est en train d'exercer? Est-ce que le cabinet en question est assuré? Donc, il ne faut pas se lever un matin et penser que parce qu'on a un salon de coiffure ou un salon de beauté, pratiquer la chirurgie esthétique. Donc, il faut faire attention. Et même les patients doivent faire attention parce qu'il suffit qu'on touche un nerf ou une partie délicate qu'on aboutit, on tend directement vers la mort. Donc, l'ordre des médecins n'a pas un problème, sans être l'avocat de l'ordre des médecins particulier, avec la personne dont la croqueuse de diamant dont on parle. Je ne maîtrise pas très bien le dossier, mais je pense que l'ordre des médecins veille à la santé des Camerounais et c'est son rôle. Exactement, ils sont dans leur rôle. Et revenons un peu vraiment sur la pratique en elle-même. Aujourd'hui, on constate que les femmes veulent de plus en plus augmenter le volume mammaire, augmenter les fesses. Les femmes veulent aujourd'hui avoir un corps vraiment à la... Je ne vais pas prononcer le nom d'une guêpe. Par exemple, les femmes veulent être formées comme une guitare et elles sont prêtes à tout. Et pour revenir sur le cas, pourquoi, selon vous, vous êtes avocate, vous avez sans doute eu des femmes qui viennent se plaindre, vous avez sans doute eu affaire avec, vous avez eu sans doute des affaires où les femmes sont marginalisées, sont maltraitées. Est-ce que vous avez quand même une idée de ce qui peut pousser aujourd'hui les femmes à vouloir se laisser transformer à travers la chirurgie esthétique?
Moi, je pense que les femmes doivent changer cette façon de voir le monde. Chaque être humain devrait apprécier son bien-être, son devenir. Il n'y a pas un moule dans lequel on forme une personne. Il y a des tenues qui sont adaptées pour des femmes fortes, pour des femmes physiquement fortes, pour des femmes maigres, pour des femmes à taille moyenne. Donc, chaque femme devrait trouver le modèle qui lui sied. Alors, faire de la chirurgie esthétique, pourquoi faire? Parce qu'à l'époque, les femmes qui avaient un bassin relevé faisaient l'effort ou des pratiques, peut-être le squat pour diminuer. Mais on s'en rend compte que sur le marché, il y a des gaines qui ont des mousses pour relever l'arrière. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on cherche? Chaque femme devrait s'intéresser et se contenter de son physique et adapter sa tenue par rapport à sa formation. Donc, il s'agit d'un faux problème que certaines femmes, sur lequel certaines femmes essayent de s'accrocher. Il y a des hommes, par exemple, qui aiment des femmes qui sont rondes, qui sont minces, et même celles qui sont intellectuellement bien formées, par exemple. Donc, je ne pense pas que ce soit l'objectif premier. Vous pouvez être slimé alors que votre partenaire ou votre éventuel partenaire n'aimerait pas que vous soyez slimé. Donc, je pense qu'il y a un problème et les femmes devraient élever un peu le niveau de raisonnement. Voilà, quelles que soient les différentes formes de chirurgie qui puissent exister, on ne pourra jamais avoir une chirurgie intellectuelle. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, revenons un peu sur la pratique en elle-même. Aujourd'hui, une dame, une influenceuse, une personne, du moins on ne va pas parler d'elle parce que le procès est en cours. Aujourd'hui, quelqu'un qui décide de s'adonner à cette pratique, est-ce qu'il y a des risques, du moins selon la loi, lorsqu'on est dans une sorte de clandestinité, c'est bien ça. À quoi s'expose-t-on dans ce sillage? Oui, j'en profite de l'occasion pour attirer l'attention des dames qui s'engagent dans des activités pareilles dans notre pays, dans lequel je ne suis pas persuadée qu'il y ait des praticiens formés en chirurgie esthétique, parce qu'il s'agit quand même pour le praticien de modeler, de modifier ou de donner de la forme, une plus grosse forme à une partie du corps. Alors, cette transformation du corps a une incidence sur le cœur, sur le poumon, et ça constitue un risque. Donc, il ne faudrait pas se livrer déjà. Je parle là des patients. Il ne faudrait pas se livrer à ce genre d'activité sans être sûr qu'on est au meilleur endroit. Alors, pour le praticien, quels sont les risques? Les risques peuvent être sur le plan professionnel, parce que là, il s'agit d'un exercice illégal de la profession de médecin qui est suffisamment et rigoureusement réglementé. Les risques peuvent être sur le plan professionnel, par exemple, la fermeture immédiate de l'activité. Déjà, c'est même la première intervention qui doit être faite, la fermeture immédiate de l'activité. Nous avons également les sanctions disciplinaires. Par exemple, si un médecin est formé, s'il s'agit d'un orthopédiste et qu'il décide de se livrer à la chirurgie esthétique alors qu'il n'a pas suivi la formation adéquate, là, il sera enfreint aux sanctions disciplinaires. Nous avons les sanctions pénales. La sanction peut être également pénale. Le praticien peut subir une peine d'emprisonnement et le praticien peut également être frappé d'amende. Le praticien peut être condamné pour des blessures légères, des blessures graves. Et déjà, il s'agit d'une activité dangereuse qui est prévue, réprimée par le code 228, par l'article 228 du code pénal. Il peut arriver qu'il y ait un homicide involontaire. Je me rappelle qu'en son temps, on avait parlé à Fumban, de quelqu'un qui avait injecté le cube magie au niveau du fessier d'une dame qui en est morte. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà cette répression pénale, parce que c'est vrai que la législation camerounaise a un vide juridique sur la chirurgie, l'exercice de la chirurgie esthétique au Cameroun, mais on se réfère au texte commun, c'est-à-dire le code pénal et le code civil. Le praticien peut également être sanctionné sur le plan civil, peut payer des dommages et intérêts aux patients, et en cas de décès, aux ayants droit du patient, dont les sanctions sont suffisamment fortes. Et ces sanctions, s'il y avait un avis à donner, c'est qu'il faudrait que ces sanctions soient suffisamment dissuasives. Je le répète. Pourquoi? Parce que ce sont des vies qui sont en danger lorsque vous pratiquez une activité sur l'être humain alors que vous n'avez pas de formation. Moi, je trouve qu'il y a un peu de zèle, il y a un goût exagéré pour du fric, et il ne faudrait pas que... parce que
avant que l'ordre des médecins intervienne, vous ne connaissez pas combien de cas sont passés, combien de victimes. On n'est pas nous ne sommes pas informés du nombre de victimes. Donc, je pense qu'il faudrait que la répression soit vraiment forte et que les femmes, désormais, soient suffisamment sensibilisées sur l'importance de la femme dans une société. Ce n'est pas forcément le physique. On peut l'améliorer autrement, sans toutefois apporter une modification substantielle. Il y a des tenues. Donc, je pense que chaque femme devrait savoir où s'habiller. Vous avez des tenues italiennes qui sont pour les personnes maigres, des tenues françaises, allemandes ou américaines qui sont pour des femmes fortes. Il y a la Turquie également qui essaye de faire dans presque toutes les formes de modèles vestimentaires. Donc, je pense que les femmes doivent élever le niveau de raisonnement et éviter de se mettre en situation de risque. Voilà. Donc, vous avez parlé de sensibilisation et je crois que c'est le mot-clé parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont exposées à toutes sortes de publicités sur les réseaux sociaux. Il faudrait peut-être que, je ne sais pas, sur le plan éducatif, qu'on essaie un peu de revenir à une certaine éducation sur la culture africaine, la culture camerounaise, parce que là, il y a vraiment une exposition exagérée au niveau des réseaux sociaux en ce qui concerne les acteurs, les actrices qui se présentent sous une forme vraiment angélique et tout le monde pense qu'on peut avoir ce physique, il suffit juste. Pourtant, il y a vraiment des dommages. Est-ce qu'au niveau de la sensibilisation, vous avez sans doute des suggestions en ce qui concerne la sensibilisation de la femme africaine, de la femme camerounaise sur ce qu'est sa culture? Parce que là, c'est une culture vraiment qui est étrangère. Oui, moi je pense qu'à une certaine période, il y avait un prophète, je ne sais pas si c'était à Saint-Méléma, lorsqu'il vous trouvait avec des tenues DVD, il avait le ciseau et il vous mettait à nu. Dos et ventre dehors. Dos et ventre dehors, dont les filles dans cette zone se mettaient au pas. Et il faudrait qu'il y ait une large diffusion. Je pense que le ministère de la Femme, de la promotion de la femme peut récupérer ce pan et faire une forte vulgarisation. Et la vulgarisation ira parce que si une partie du corps n'est pas exposée et est un peu comme les dames qui mettent le voile, là, je ne pense pas si on prend sur 10 cas de femmes qui vont faire la chirurgie esthétique, je ne sais pas dans quel centre elles vont le faire, je pense qu'on ne peut pas trouver un nombre important. Peut-être qu'il n'y a même pas de cas au niveau des femmes qui mettent le voile. Donc, il faut une forte sensibilisation parce qu'il y a des dangers. Non seulement pour la personne, même le patient, il y a également un danger au niveau de la société parce que si elle peut faire une opération réussie, je prends le cas du Botox par exemple, il y a les femmes qui vont lifter leur visage, elles réussissent et son ami va chez le même praticien et les paupières tombent. Alors il y a beaucoup de risques, donc il faut une forte sensibilisation. Au-delà des risques physiques, il y a des risques sur le plan de la santé, notamment des conséquences post-opératoires, notamment des infections, des allergies, des problèmes de respiratoires, des problèmes cardiaques même qui peuvent survenir. Et en cas de, j'ai envie de dire, de plainte du patient, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, il y a des sanctions, mais au niveau des plaintes des patients, est-ce qu'il y a une manière de revenir, de remédier des dommages, par exemple, peuvent être faites pour restaurer du moins la dignité du patient sur le plan juridique? Est-ce que si les patients qui ont subi ces interventions et qui vont se plaindre pour des conséquences peut-être autres, peuvent réussir à obtenir des dommages? Oui, en fait, déjà dans des centres de soins de chirurgie esthétique spécialisés, comme en France, si en cas d'un dommage, le praticien a des obligations. Le praticien a l'obligation de remédier à la déformation liée à son intervention. Donc déjà, vous signez un contrat avec le praticien, vous acceptez de vous soumettre à l'opération et en cas d'erreur médicale, parce qu'il n'y a pas en matière médicale et sans être médecin, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais s'il arrive qu'il y ait une erreur, le praticien a l'obligation de tout faire pour réparer l'erreur. Alors, il peut arriver que ce ne soit vraiment pas possible. La réparation peut également intervenir sur le plan civil. Là, je parle des cas des centres de chirurgie esthétique avec toutes les compétences et toutes les caractéristiques qui se doivent. C'est-à-dire des centres qui interviennent avec l'accord de l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins descend
apprécie l'équipement, le matériel, le plateau technique, avant de donner son accord. Je ne parle pas du cas dont vous avez évoqué tout à l'heure, je parle des centres spécialisés en chirurgie esthétique qu'on voit à l'étranger. Donc, s'il y a une erreur, le praticien a l'obligation de réparer l'erreur ou de procéder au paiement par dommage-intérêt. Donc, voilà. Il faut quand même relever qu'il peut arriver qu'à l'hôpital, qu'on ait recours à la chirurgie esthétique lorsqu'on se retrouve devant un cas, une situation grave, ça peut être des suites d'un accident, ou alors où on a besoin de refaire une partie du corps pour que la personne puisse, après l'accident, puisse quand même s'accepter, ou alors être moins détruit au niveau de la peau, au niveau de son physique. Et là, je crois que ça peut ne pas être un délit. Oui. Historiquement, on parlait de chirurgie plastique. Alors, il y a une évolution. Aujourd'hui, on parle de chirurgie esthétique. Alors, parce qu'en fait, à l'origine, la chirurgie esthétique intervenait dans le cas des déformations des enfants nés avec une déformation. En ce moment, la chirurgie esthétique est admise. Il y avait également des cas des rescapés de guerre. Voilà les deux cas qui, à l'origine, qui faisait en sorte qu'on parle de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un problème d'adaptation. Ce n'est plus un problème médical. Santé, oui. Mais ce n'est plus un problème de santé, mais c'est un problème esthétique. De beauté. C'est un problème de beauté. Et donc, ce qui fait que l'activité a perdu la substance originaire. Donc, aujourd'hui, les femmes le font. Pas dans les deux cas de départ, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire de déformation congénitale ou de rescapé de guerre. Mais aujourd'hui, une femme se lève, elle est en pleine forme, elle s'engage, elle estime qu'elle doit modeler son nez pour qu'il soit comme celui, par exemple, père son âme, de Michael Jackson. Elle doit modeler ses lèvres, elle doit modeler son fessier, elle doit modeler ses seins, elle doit lifter son visage. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution. Au Cameroun, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte, il y a un vide juridique, mais la chirurgie esthétique se pratique et cette activité doit se conformer aux règles déontologiques médicales qui sont applicables, qui sont en vigueur au Cameroun. Donc, cette pratique existe, mais il faudrait que ce soit conforme aux règles déontologiques en vigueur. Bon, nous allons, avant de sortir, revenir donc sur les déformations corporelles. Il y a des gens qui sont nés avec des déformations et ces déformations sont à l'origine de beaucoup de moqueries, ce qui amène ces personnes à manquer d'estime de soi, à manquer de confiance en soi. Et est-ce que ces personnes peuvent, dans un souci de bien-être, avoir recours à la chirurgie pour une réparation sans toutefois être en marge de la loi? Oui, en fait, chaque être humain est libre de disposer de son corps comme il entend. Mais il faudrait vous rendre dans un centre spécialisé. Il faudrait que le praticien ait une formation adéquate. Il fasse des examens préalables. Exact. Il faudrait que le praticien ait un plateau technique adéquat. Il faudrait que le praticien ait une assurance. Alors, il faudrait que le praticien ait l'agrément de l'ordre des médecins. Parce qu'avant de vous donner cet agrément, l'ordre des médecins se rassure que vous avez la formation adéquate dans une université effective, parce qu'il y a des gens qui reviennent avec des diplômes, et lorsqu'on interroge l'université qui est supposée avoir délivré le diplôme en question, vous n'apparaissez nulle part. Alors donc, c'est pour ça qu'il y a ce gardien qui est l'ordre des médecins. Alors, lorsque ces conditions sont réunies, vous pouvez délibérément décider, par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, 7 doigts, et que vous voulez en avoir 5, vous êtes libre de vous rendre dans un centre de chirurgie ou chez un praticien qui exerce cette activité. Vous discutez et le praticien a l'obligation de vous donner toute l'information nécessaire. Le praticien a également l'obligation de garder le secret médical, comme cela s'applique à tous les médecins. Alors, vous êtes libre à un certain moment de stopper l'activité ou de stopper le contrat. Donc, vous signez un engagement avec le praticien qui intervient et on suppose que cela se passera bien, mais en cas de problème, le praticien doit répondre et le praticien s'expose à des sanctions. Si on démontre qu'il y a eu une faute médicale,
Ce n'est pas parce on parle de chirurgie esthétique qu'il y a de risque zéro. Mais s'il y a un problème, il y aura une expertise sûrement et l'ordre de médecins sera interpellé et mettra à la disposition des enquêteurs les médecins qui ont de la compétence pour pouvoir faire la contre-expertise. On verra est-ce que vous avez mis les moyens nécessaires pour faire l'intervention de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque. Si vous avez mis les moyens nécessaires pour cette intervention, parce que tout comme les avocats, les médecins n'ont que l'obligation de moyens, alors dans ces conditions, le risque ne vous est pas imputable parce que vous pouvez avoir un patient qui a une sensibilité dont les examens n'ont pas pu le révéler. Alors, mais si vous êtes fautif, alors vous allez vous exposer aux sanctions dont j'ai évoqué tantôt, c'est-à-dire sanctions professionnelles, sanctions pénales, sanctions civiles et même la déchéance de l'article 30 du Code pénal. Donc, c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, revenons un peu parce que les téléspectateurs nous regardent et dans beaucoup de familles, on a noté plusieurs fois des plaintes selon lesquelles j'avais un patient à l'hôpital, il a été opéré, on a raté l'opération. Ou alors, c'est un apprenti, un stagiaire qui a effectué ci, qui a effectué ça. Dans ce cas précis, puisqu'on parle de chirurgie, entrons un peu dans le cadre justement de la chirurgie, pour ces personnes qui ont subi des erreurs médicales en cas d'opération, en cas de chirurgie médicale, justement, est-ce qu'ils peuvent porter plainte contre le médecin? Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un vide juridique qu'ils ne peuvent pas porter plainte. Il y a un vide juridique, mais l'activité exercée au Cameroun est soumise aux règles déontologiques de l'ordre. Il y a des règles déontologiques relatives à la médecine. Tout comme le cas de la sanction, il n'y a pas, comme il y a un vide juridique, il n'y a pas de sanction spécifique relative aux fautes en matière de chirurgie esthétique. Nous avons le droit commun, qui est le code civil et le code pénal. Donc, en cas de vide juridique, on se réfère à la législation en vigueur en la matière. Et c'est pour ça que l'ordre des médecins est le gardien par excellence de cette activité. Voilà. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de chirurgie esthétique et nous avons pris pour prétexte alors cette situation qui a été déplorée et signalée sur les réseaux sociaux, justement cette influenceuse qui a promu, du moins, qui s'est vantée de pouvoir faire des chirurgies esthétiques, surtout de body filler, c'est-à-dire de transformer le corps. Et nous recevons justement depuis quelques minutes, nous échangeons avec Maître Clémence Matetgo, qui est avocat au barreau et qui nous édifie un peu sur la question de la chirurgie esthétique au Cameroun. Nous l'avons dit et nous l'avons compris tout à l'heure, il y a un vide juridique, il y a, quand c'est exercé de manière clandestine, il y a des sanctions. Revenons justement sur ces sanctions parce qu'il y a des gens qui se lèvent un matin et qui commencent à faire des choses dans l'illégalité, dans la clandestinité. Que prévoit la loi lorsqu'on t'attrape ou alors lorsque tu es pris en flagrant délit de clandestinité en ce qui concerne l'exercice d'un métier dont tu n'es pas reconnu? Oui, en parlant précisément de la chirurgie esthétique, il faudrait que le praticien ait subi la formation adéquate en matière de chirurgie esthétique. Il faudrait que le cadre dans lequel l'activité est exercée réponde aux normes en la matière. Il faudrait également que l'ordre des médecins vous donne son accord, valide l'ouverture de l'activité et l'exercice de l'activité. Donc, voilà les trois conditions sine qua non. Voilà, alors, si vous ne vous soumettez pas, s'il y a une seule qui fait défaut, vous êtes en exercice illégal de la profession de médecin. Donc, vous êtes exposé aux sanctions que j'ai évoquées tantôt, à savoir les sanctions pénales, les sanctions civiles et les sanctions professionnelles. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, on a l'impression parfois que les réseaux sociaux ne sont pas encadrés. On a l'impression parfois qu'on peut tout dire, qu'on peut tout faire. Est-ce qu'on peut être poursuivi pour avoir écrit, pour avoir promu quelque chose de manière illégale sur une plateforme, quitte à ce que ce soit ta page Facebook, ta page YouTube? Est-ce qu'on peut être poursuivi pour avoir diffusé ou alors pour avoir publié quelque chose qui n'est pas légal dans son pays? Oui, nous avons l'ordre public national, nous avons l'ordre public international également. Ce n'est pas parce que vous avez votre page que vous pouvez vous lever, vous publiez une photo sur laquelle vous êtes en train de
fumer voilà, un stupéfiant, par exemple. Alors, c'est pareil pour l'activité de chirurgie esthétique dont nous parlons. Si vous n'avez pas rempli toutes les conditions sine qua non dont j'ai évoqué tantôt, vous êtes en exercice illégal de la profession d'avocat. Et les gens devraient arrêter de faire la course à l'argent parce qu'au-delà de tout, au-delà des sanctions, au-delà de la fermeture, au-delà même de la déchéance, il y a des vies humaines en danger. Il ne faut pas, parce que vous poursuivez, parce qu'il faut avouer, la chirurgie esthétique, ça donne beaucoup d'argent. Pour faire la liposuction, par exemple, en France, je crois que c'est dans les 8 000 €. C'est pas du donné. Alors, pour un seul cas, vous avez par exemple 8 000 €. Alors, il ne faut pas faire une course à l'argent avec les risques. Il faut penser à l'humain d'abord, avant de penser à l'argent. Donc, c'est cette course effrénée à l'argent qui fait en sorte qu'on mette le titre phare, cette activité est relative à la chirurgie esthétique, alors que vous êtes sûr que lorsqu'on regarde votre CV, à aucun moment, vous ne vous êtes assis pour prendre les cours relatifs à ce que vous êtes en train de vanter. Et pour être médecin, c'est de longues années. C'est de longues années. Il faut d'abord faire les 7 ans qu'ils font, 4 ans de spécialisation et d'autres continuent. Donc, moi, je pense que les gens doivent faire attention. Et s'ils tiennent à faire la chirurgie esthétique, parce qu'ils sont libres de le faire, ils doivent se rendre dans les centres spécialisés. Voilà. Et pour sortir, il faut quand même attirer l'attention des parents qui nous regardent ce soir. Il faut le dire, les parents ont un rôle de sensibilisation, un rôle d'information et surtout un rôle d'éducation envers leurs enfants afin de les aider à ne pas se laisser séduire, à ne pas être la proie justement de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a envie ce soir d'interpeller la responsabilité des parents. Oui, je pense que votre émission constitue déjà une sensibilisation. Donc, au-delà de cela, il faudrait également que le ministère qui a cette charge de la promotion de la famille, doit également prendre le relais. Vous avez commencé, déjà, l'Ordre des médecins a commencé en piquant dans une fourmilière, il faut l'avouer. Il s'agit d'une fourmilière. Et c'est déjà une sensibilisation. Vous, à votre niveau, les journalistes, vous devez relayer parce que les jeunes filles n'ont pas le discernement. L'esprit est jeune. Alors, peut-être que l'une de leurs amies est allée en France, peut-être parce que les parents ont les moyens, et a subi une chirurgie esthétique au niveau des seins. Lorsqu'elle revient, elle dit, bon, tel qui a fait faire une publication sur sa page, dit, je peux faire une chirurgie esthétique. Elle se rend sans se rassurer de ce que le centre en question a les compétences pour faire cette activité. Donc, nos enfants sont vulnérables. Ils n'ont pas une capacité élevée de discernement, dont les parents doivent prendre le relais. Et il y a également au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup de problèmes quand même. Ça fait en sorte qu'au lieu de se spécialiser sur leur vie, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller à l'école comme nous à l'époque, jusqu'en terminale, il n'y avait pas des ongles. Et au lieu de prendre le temps pour mieux se former, elles prennent beaucoup de temps sur le physique, alors qu'à un certain moment, ce n'est plus nécessaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation très forte pour que cela puisse toucher les enfants, en fait, la classe cible. Mais par contre, il y a également des personnes matures qui se soumettent à cette chirurgie, alors que les conditions ne sont pas réunies. On vous parle de telle personne, vous connaissez bien le background de la personne, parce que ce sont des personnes qui sont souvent sur les réseaux sociaux. Après un certain temps, on dit qu'elle fait telle activité, et puis subitement, c'est la chirurgie esthétique. Vous regardez à aucun moment dans son parcours, même lorsque vous tapez son profil sur sa page Facebook, vous ne voyez pas que la présence de cette personne dans un centre, même ne serait-ce que pour une semaine. Et vous allez soumettre votre corps à risque. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités et faire la sensibilisation à son niveau. Je pense que je ne suis pas l'avocate de l'Ordre des médecins, mais je dirais quand même que je tire un coup de chapeau à cet ordre par rapport à ce cas. Mais j'aurais souhaité que cette intervention de l'Ordre des médecins aille plus loin dans des cas des risques et des dangers auxquels s'exposent certains patients qu'on qualifie parfois d'erreurs médicales. Parfois, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais l'ordre ne sort
toujours pas, ne se prononce pas dans tous les cas des erreurs relatives, des erreurs relatives aux interventions des médecins. Donc, chapeau déjà pour ce cas. Oui, il faut le dire quand même que l'Ordre des médecins a déjà, il y a quelques mois, fait une sortie pour dénoncer justement et sanctionner des personnes qui étaient à l'origine des erreurs médicales. Mais pour y arriver, il faut que les familles fassent connaître. Fassent connaître les dérives ou alors fassent connaître ces erreurs. Beaucoup de familles parfois disent que ça va changer quoi, ça ne sert à rien. Pourtant, il est important d'informer. Il faut dénoncer pour que l'ordre puisse intervenir. Justement, voilà, les familles ne dénoncent pas toujours. Voilà, les familles ne dénoncent pas toujours, mais quand même, pour ce qui est des plantes, il y a certaines plantes quand même qui ont trouvé écho favorable auprès de l'Ordre des médecins et il y a eu des sanctions de 6 mois, et d'autres même des sanctions définitives de ne plus exercer le métier. Et là, on peut le relever. On peut le relever. Merci beaucoup. Maître Tchamo, Maître Clémence, Mapetgo, d'être venu. Oui. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs et la mission est accomplie. Et les autres prendront le relais pour la sensibilisation. Voilà. Alors, mesdames, que vous ayez des lèvres pulpeuses ou fines, que vous ayez un fessier qu'on a l'habitude de dire plat ou alors volumineux, aimez-vous, appréciez-vous. Vous êtes faites ainsi, c'est la volonté de Dieu. Aimez-vous, estimez-vous, c'est le début du bonheur. Merci d'avoir suivi le grand plateau de ce soir. On se retrouve demain pour une autre édition. Merci de rester humainement naturel. Au revoir.